Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Et oui, mercredi soir disparaissait à l'âge de 99 ans Jean Daniel. Le journaliste et écrivain avait fondé en 1964 le Nouvel Observateur, un journal qui demeure un espace de débat, notamment pour la gauche en France. Et pour parler de cet homme, nous sommes en compagnie de Laurent Geoffrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la publication de Libération, et Guy Sidbon. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain et vous avez participé à la fondation du Nouvel Observateur en 1964. Guy Sidbon, qui était votre Jean Daniel? Mon Jean Daniel était d'abord un confrère, car il couvrait comme moi la guerre d'Algérie côté FLN, et il n'avait pas 40 ans et j'en avais à peine 20, et donc ça a été un confrère comme un autre, mais parmi une dizaine, il y avait peu de journalistes, hein. Parmi une dizaine que nous étions à constituer ce qu'on appelait le Maghreb Circus, il exerçait déjà un ascendant absolument irrésistible sur, on l'appelait le caïd du Maghreb Circus, et auprès des informateurs aussi, auprès des gens du FLN ou des hommes politiques en place déjà dans les gouvernements indépendants nord-africains, il avait une influence que nous ne partagions pas. Mais il était donc au départ un confrère, mais déjà très jeune, éminent, ascendant par un caractère naturel. Laurent Geoffrin, même question. Moi, je l'ai connu en 1988, quand je suis devenu directeur de la rédaction de l'Obs, du même journal, enfin de l'Observateur à l'époque. Et donc, la chose qui m'a frappé le plus, c'était donc le fondateur et l'éditorialiste, une sorte de figure tutélaire, c'est que c'était l'homme qui estimait qu'il faut toujours penser contre soi-même, qu'un bon journaliste, c'est celui qui pense contre lui-même, et qui estime qu'il y a toujours dans la position des adversaires une part de vérité. Un argument intéressant, une conviction, etc. Quand est-ce, par exemple, qu'il pensait contre lui-même ou qu'il vous incitait à le faire, Jean Geoffrin? Sur tous les sujets, sur Mitterrand, l'Algérie, le communisme, tout sujet méritait une nuance. D'ailleurs, il me disait souvent, vous savez, c'est difficile de faire des éditoriaux nuancés. C'est beaucoup plus simple de prendre une position tranchée et puis de la défendre à bec et ongle, parce que ce sera beaucoup plus visible. Si vous commencez à lire des choses un peu plus compliquées, les gens ont du mal à vous suivre. C'était l'anti-Twitter. Vous voyez que ce n'était pas un homme qui aujourd'hui serait très à l'aise sur les réseaux sociaux. Mais c'était la nuance. C'était l'idée qu'il y a une complexité dans la vie humaine et qu'il faut en rendre compte dans les journaux. Guy Sidbon, s'il fallait rappeler les étapes de la vie de Jean Daniel, le juif algérien, l'engagement dans la résistance. L'engagement dans la résistance a été sa première action publique, si j'ose dire, dans un Alger qui était massivement pétainiste, où même le général de Gaulle n'a pas pu se rendre après le débarquement, à la libération, de la première libération de la France, l'Algérie, et était obligé de rester à Londres pendant 7-8 mois parce qu'on avait une ville profondément et massivement pétainiste. Parmi ces Algériens rois, il y avait un tout petit groupe dirigé par le docteur Aboulker, gaulliste, et qui avait pour mission de préparer le débarquement clandestinement et de neutraliser le 8 novembre 1942, de neutraliser les forces pétainistes sur place, comme le maréchal Juin simplement, et qui a été emprisonné ce jour-là par le groupe de Jean Daniel, auquel appartenait Jean Daniel, il était dirigé par José Aboulker, et Jean a eu ce privilège, je peux dire. Il a été désigné par Aboulker pour accueillir les premiers débarqués en Europe, si je puis dire, les Anglo-Américains qui débarquaient en Algérie, et de façon à éviter qu'il y ait des combats comme ça. Il y en a eu à Oran, à Casablanca, des combats extrêmement violents, coûteux en vie humaine. Et
Et il a été le premier, donc, à la place de Sidi Ferruche, à recevoir les Anglo-Américains pendant la nuit, détournant le regard des militaires qui étaient là pour s'y opposer sans savoir que c'était ce jour-là, etc. Et donc il a participé, il parlait très peu. Alors c'est bizarre. Il était assez égocentrique, assez... On le dit. Pas. Un peu Oui. narcissique, on peut dire. Oui. Il avait sa part de narcissique, mais là, il ne parlait jamais de sa carrière militaire. Oui. Et les raisons pour lesquelles il a eu la croix de guerre, les raisons pour lesquelles on va bientôt, en son hommage, lui rendre hommage aux Invalides, il n'en parlait jamais. Laurent Geoffrin, il parlait en revanche beaucoup de Camus, de Lévi-Strauss, vous le citez dans le papier que vous lui consacrez dans l'IB. Il parlait, autrement dit, de ses références intellectuelles. Quelles étaient ces C'est qu'il a inventé une forme de journaliste qu'on peut appeler le journaliste d'idées. C'est-à-dire qu'il s'agit de mélanger ou de fusionner le travail d'enquête, de récit que font les journalistes et la réflexion intellectuelle. Et donc il avait réuni à l'Obs, enfin, autour de l'Observateur, ce qu'il y avait de mieux en matière de Qui réflexion. ça, racontez-nous. Comment ? Qui ça, racontez-nous. Vous aviez des conférences où vous aviez Edgar Morin, au début du journal, vous pouvez avoir Michel Foucault, Jean-Paul Sartre et Pierre Mendès France ont fait les 2 premiers éditos du Nouvel Observateur en 64. Enfin, il y avait Pierre Nora, il y avait Simon Nora, qui était son frère, qui était inspecteur des finances très brillant. Enfin, il y avait toutes sortes de gens. Furet. Comment ? François Furet. Alors, il était lié à cette école qu'on appelle la Nouvelle Histoire, qu'on appelait à l'époque la Nouvelle Histoire. Et il était lié aussi à d'autres courants. Et lui défendait toujours des positions, à mon avis, justes, c'est-à-dire d'une gauche en liberté. Et donc, il était la tête de Turc des communistes, la tête de Turc d'une partie de l'extrême gauche qui ne pouvait pas souffrir l'Observateur, c'est la gauche caviar, c'était horrible, et la tête de Turc de la droite qui considérait que la gauche tenait indûment le haut du pavé en matière d'influence. Mais pour autant, ses relations avec Mitterrand n'étaient pas des relations non, apaisées. parce qu'à l'époque, il y avait 2 gauches, en dehors de l'extrême gauche. Il y avait une première gauche un peu étatique, un peu traditionnelle, et il y avait une deuxième gauche qui était largement issue de 68 pour partie, du madésisme pour une autre partie, et qui défendait l'idée d'une action plus réaliste, plus décentralisée, et plus audacieuse aussi dans d'autres domaines, avec par exemple, c'est l'Observateur qui a le premier publié des longs papiers écologistes. Il y avait un chroniqueur qui s'appelait Michel Bosquet, dont le vrai nom était André Gortz. Enfin, il avait plusieurs noms d'ailleurs, c'est un personnage assez compliqué. Vous lisez ces articles aujourd'hui, vous avez l'impression de lire les leaders du Parti Vert ou les penseurs de l'écologie d'aujourd'hui. C'était il y a 40 ans. Et donc Jean faisait en sorte que tout ce monde-là se retrouve à l'Observateur, discute dans un climat qui n'était pas du tout un climat pesant ou solennel, pas du tout. C'était plutôt des conversations. Il avait un art de la conversation très consommé. Et c'était drôle, brillant, amusant, parfois dérisoire, parfois très sérieux. Parfois c'était des joutes profondes sur des questions qui agitaient la gauche. Et je dois dire que si on relisait aujourd'hui l'ensemble de ces éditos, ils sont innombrables, vous allez vous apercevoir qu'il s'est très peu trompé. Ça ressemblait à quoi, les réunions au Nouvel Obs, Guy Sidbon, vous qui avez été aux côtés de Jean Daniel au moment de la fondation de l'Hebdo? Ça ressemblait, selon ceux qui n'en aimaient pas le style, Olivier Todt par exemple, à une messe. Il appelait ça la messe. Pour la plupart d'entre nous, c'était on avait le sentiment que cet homme qui avait de l'autorité et qui tenait à l'exercer cherchait à nous épanouir et à exprimer ce qu'il y avait en nous. Et ainsi, on ne demandait jamais à quelqu'un « tu vas faire tel article ». On demandait « qu'est-ce qui a envie de faire tel article ? Est-ce que tu veux ?» Et la personne pouvait répondre « ah, je ne le sens pas ». Combien de fois j'entendais Katia Kopp, Jean-Francis Held, je ne le sens pas. Ah, s'il ne le sentait pas. Et ça se traduisait dans les articles par un caractère extrêmement personnel, qui n'existait pas dans la presse même, des Lucien Baudard,
qui avait un type de journalisme tout à fait différent que des autres, n'avait pas, et je crois que c'était la personnalité, ce qui a fait l'originalité dans le journalisme de l'Observateur, c'était que chaque article était un article personnel et on passait le côté littéraire, Jean y tenait beaucoup, et on passait ainsi d'une nouvelle à une autre. Et ce sentiment que j'ai eu, c'était que d'une part, il y avait son autorité, et d'autre part, il y avait chez lui le désir de laisser en nous s'épanouir notre liberté ou nos goûts personnels. Pourtant, une personnalité très forte, Laurent Geoffrin, qui assumait sa part de narcissisme et une forme de mégalomanie. Oui. On savait tous l'imiter. Parce qu'il avait un ton très particulier, un peu solennel comme ça. Donc, tous, on était capables de faire du Jean Daniel. Un jour, d'ailleurs, ça l'a énervé. Il a convoqué un des journalistes. Il a dit « Il paraît que vous m'émitez en permanence. J'aimerais savoir... qui fait ça. D'abord, bon, alors, allez-y, imitez-moi. » Et donc, le pauvre diable était obligé de s'exécuter immédiatement et d'imiter Jean Daniel devant lui. Et à la fin, il a dit, mais ça ne ressemble pas du tout, c'est pas ça du tout. Et lorsqu'il fallait travailler avec lui au quotidien, était-ce possible d'avoir une place ou d'exercer son métier de journaliste? Guy Sidbon dit que... Oui, c'est-à-dire que lui, il faisait... Parce que moi, je suis arrivé je suis de la génération d'après Sidbon. Donc je suis arrivé à un moment où il avait pris un peu de recul, il faisait son édito, il faisait une conférence, donc c'était le vendredi à 11h, c'était un rituel, une conférence où on ne décidait pas de grand-chose. Hein. Alors les gens disaient ça ne sert à rien, etc. Ils n'avaient rien compris à ce qu'était le journal. C'est ça qui donnait l'âme du journal, en fait. C'est parce qu'il racontait sa semaine, en fait. Alors, il disait j'ai vu Jean, j'ai vu Jacques. Alors Jacques, c'était Delors. Robert m'a dit que c'était Badinter. Edgar pense que c'était Morin, etc. etc. Et donc cette semaine était déroulée comme ça, avec des anecdotes. C'était drôle, c'était vivant, quoi, comme dans une conversation. Mais à chaque fois, on attrapait une ondulation de l'air du temps, une information, un débat qui était en train de naître, et ça donnait évidemment des idées. Ça a obligé l'équipe de l'Observateur à être en liaison avec non pas avec l'actualité immédiate, mais avec ce qui faisait la préoccupation finalement de la société française. Guy Sidbon, il y a eu une époque bénie des news magazines à la française, comme on dit. C'était le cas de JJSS pour l'Express. Ça a été le cas de Jean Daniel, bien entendu, pour le Nouvel Obs. Il faut rappeler en quoi c'était une institution pour la gauche et puis pour la scène intellectuelle, le Nouvel Obs. C'était l'organe central des intellectuels. Et il était attendu chaque semaine. Je dirais qu'un article dans le Nouvel Obs avait le retentissement actuel d'une émission sur la première chaîne à 1 heure de grande écoute dans le milieu intellectuel. Et dans la gauche. Et dans la gauche tout entière, car ça dépassait, puisqu'ils sont arrivés en dehors de moi, j'y étais plus à ce moment-là, à des centaines de milliers d'abonnés, à 400 000 abonnés. On est arrivé à 500 000 en 2000. Fantastique. Et donc il y avait ce rayonnement et cette influence qu'exerçait le journal, tel que ce qui était dans l'Observateur était le sujet des dîners en ville, impensable aujourd'hui. Et c'était cette influence-là qui marquait l'Observateur. L'influence aussi des éditorialistes, puisque aujourd'hui on utilise le terme péjoratif d'éditocrate, un terme de surcroît difficile à prononcer, mais les éditos à l'époque étaient peut-être beaucoup plus lus qu'aujourd'hui. Laurent Geoffrin. Éditocrate, c'est un terme polémique. Ça laisse supposer que les journalistes ont un pouvoir. Ils n'ont pas un pouvoir, ils ont une influence. Ils ne décident pas de faire des lois ou d'orienter la politique française dans un sens ou d'un. Ils ont de l'influence, pas la même chose.
Et donc les éditoriaux de Jean Daniel avaient énormément d'influence, puisque sur les questions, parce que la gauche était constamment déchirée par mille problèmes. Fallait-il quelle relation avec le Parti communiste, quelle relation avec les pays de l'Est, qu'est-ce qu'il advient de la révolte polonaise, la guerre de Yougoslavie, est-il vraiment judicieux de soutenir les Serbes ou au contraire les Croates ou un des protagonistes de la guerre? C'était à chaque fois des discussions très vives et importantes et qui nécessitaient beaucoup de ressources de documentation intellectuelle et de ressources rhétoriques. Et donc tout ça se passait à la conférence de l'Obs, en grande partie, finalement, puisque après, ça donnait lieu à des tribunes, des articles, des reportages qui donnaient une sorte d'orientation, qui donnaient le là, en partie en tout cas, de ce que les gens de la gauche démocratique pensaient ou devaient penser ou pourraient penser. Guy Sidbon. Écoutez, ce que représentait l'Observateur est devenu la France actuelle, c'est-à-dire on aspirait à un socialisme démocratique complètement étranger à celui au socialisme réel soviétique et aussi aux injustices flagrantes du capitalisme sauvage. Et on a donné naissance, ce socialisme-là a donné naissance à la social-démocratie européenne telle que nous la vivons et qui fait que nous sommes la région du monde la plus heureuse. C'est cette idéologie-là qui ressort et dont l'influence s'est marquée. Un mot de conclusion, Laurent Geoffrin, sur Jean Daniel, auquel vous rendez hommage. Jean Daniel, quand on arrivait, Jean, voilà, on a une interview avec le Premier ministre. Il répondait, mais pourquoi le Premier ministre? Le Président, vous l'avez pas? Et donc c'était toujours cette idée qu'il fallait faire mieux, il fallait aller plus haut. Alors, il était parfois un peu dans les nuages, hein, mais c'était l'exigence intellectuelle qui s'appliquait à la presse. Et c'est très utile, ça le serait beaucoup aujourd'hui probablement, à mon avis. Merci Laurent Geoffrin, on vous retrouve dans les colonnes de Libération. Merci Guy Sidbon d'avoir évoqué pour nous la mémoire de Jean Daniel. Dans quelques instants, on sera avec Quentin Lafay. Il publie un roman, L'Intrusion. L'Intrusion, c'est un roman qui tourne autour d'une faille informatique, qui permet à un certain nombre de hackers, comme on dit, de pénétrer dans les mails et dans l'intimité d'individus. Un sujet vraiment d'actualité. C'est publié chez Gallimard. On en parle dans quelques instants. Il est 8h sur France Culture.